Bienvenue sur le podcast Crypto Sniper Trading, un podcast parce qu'on vous apprend les trucs et astuces pour réussir à bien vivre du day trading. Bienvenue au podcast Crypto Sniper Trading. Donc, mon nom est Mathieu Boucher, je suis accompagné de Hugo Labrec aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment super, insane avec ce genre de projet-là, le projet du podcast, c'est que je trouve que le milieu du trading est tellement comme sérieux. C'est tellement, on dirait que c'est tellement out of reach pour beaucoup de gens. Puis aujourd'hui, le but du podcast, c'est vraiment juste d'arriver et de dire, OK, qu'est-ce qui se passe présentement dans le milieu du trading? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on a vraiment des chances de réussir à faire de l'argent avec ça? Autant au niveau de la crypto, le forex, les stock market. Fait qu'on va discuter de tout ça aujourd'hui. Fait que, Hugo, bienvenue. Merci de l'invitation. Écoute, fait que Hugo, ça va être mon co-animateur aujourd'hui. Je vais essayer de pas claquer dans mes mains parce que je le sais que les gars en arrière, ils vont pas aimer ça, mais c'est pas grave. Des fois, ça va arriver. J'étais un peu expressif. J'ai les mains qui partent dans tous les sens. Fait que vous allez apprendre à me connaître. Donc, la raison du podcast, c'est quoi? Donc, pourquoi que toi, tu as décidé de venir comme co-animateur? En fait, premièrement, merci beaucoup d'être avec moi pour co-animer ça. Mais pourquoi que toi, ça t'intéresse de venir participer dans ce genre de podcast-là? Ben, moi, j'ai vu l'opportunité parce que c'est vrai que le trading, ça a l'air quand même assez difficile d'accès. Puis, tu sais, le taux d'échec est quand même assez élevé aussi. Fait qu'on est conscient que c'est difficile de trader. Mais maintenant, avec les outils technologiques, les podcasts, le contenu qu'on peut consommer sur Internet, sur nos téléphones, ben, je pense que c'est facile d'avoir accès à ça. Puis, je pense qu'on va pouvoir amener des points qui vont mettre en perspective un petit peu là, la situation de chaque personne. Puis, ils vont pouvoir adapter le trading à leur réalité, à eux. Cool. Mais, puis, moi, de mon côté, je veux l'amener d'un point de vue plus opportunité. Dans le sens de dire, regarde, là, présentement, là, on a vécu le COVID, on a vécu les confinements, on a vécu tout ça. On est dans la génération où est-ce qu'on veut de la liberté, on veut voyager. Puis, le trading, c'est une des façons de faire d'arriver à ses fins. On a le e-commerce. Le e-commerce, il y a beaucoup de monde déjà qui sont là-dedans. On a mettons, tu vas faire comment je pourrais dire, du travail à distance, tu vas faire tu sais, il y a plein de trucs de façon de faire, de pouvoir travailler à distance. Mais le trading, c'en est une. Puis ce que j'aime encore plus du trading, puis ça, on va en parler dans différents podcasts, c'est que t'as pas besoin d'avoir tant de capital que ça. Donc ça, c'est un des éléments que les gars font comme « Oh my God », ils ont les yeux super grands ouverts quand que je leur parle de ça. Mais ça, c'est une des réalités. Puis les gens, c'est un petit peu méconnu. Fait que, on va en parler. On va parler aussi de tout ce qui est moi, je viens d'un milieu où est-ce qu'on travaille 60 heures par semaine. 60-70 heures par semaine. Je viens du monde de l'immobilier. On fait des visites. On avait 52 appels par jour. Puis là, je tombe dans un mode de vie beaucoup plus passif en tant que tel. Parce que souvent, on va voir sur TikTok, Instagram, les gars qui vont faire du trading, puis là, ils sont super alertes, puis ci, puis ça. Mais en réalité, c'est quoi? Tu places une trade, t'es sur ton sel, tu regardes, t'en fais à manger, t'en prends une douche, puis là, tu vas revenir. La trade, elle s'en va-tu dans la bonne direction ou non? Fait que c'est beaucoup plus passif que ce que les gens pensent. Mais c'est plus accessible aussi. Ben, les outils qui sont disponibles maintenant aussi sont vraiment mieux adaptés qu'avant. On peut envoyer des alertes, on peut faire plein d'analyses. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour faire nos plans. Fait que c'est facile maintenant de mettre une alerte, partir, puis revenir quand ça sonne. Peu importe si tu travailles ou non. Que tu fasses ça à temps plein ou que tu as un travail. Si tu as un travail, exemple, que tu te dis, ben moi, je peux pas trader durant le jour, ben, je peux pas être devant mes écrans durant le jour parce que, exemple, j'ai un travail au bureau. Mais si, par exemple, tu fais ça le matin, puis que là, tu te dis, OK, je vais placer mes chartes le matin, je vais placer mes alarmes, je place mes zones d'intérêt, je place mes alarmes, puis là, au fur et à mesure, tu as une alarme qui sonne, exemple, à 11 heures. Ben, à 11 heures, tu te poses pipi, tu t'en vas voir, tu checkes ton ciel, OK, là, ça semble intéressant. Fait que là, tu peux te mettre une autre alarme pour dire, hey, si jamais il fait ça. Fait que comme ça. Pour ta confirmation. Pour avoir une confirmation, exemple. Ou sinon, tu peux juste te mettre des pending, donc de mettre des ordres en attente, puis te dire, regarde, je suis arrivé dans une zone d'intérêt, si on arrive à telle place, je suis intéressé à le faire. Mais si tu l'avais fait le matin, peut-être que le prix aurait bougé d'une façon différente. Donc, ça, c'est ce que je trouve vraiment. Ouais, puis il y en a pour tout le monde. Il y a une école de philosophie que les gens sont comme ah, ben moi, je suis Forex, j'aime pas les stocks. Je pense qu'il y a un produit qui s'adapte à la réalité de chaque personne. Si tu as un travail de 9 à 5, c'est sûr que trader les stocks, c'est un petit peu plus difficile. Si tu as un emploi, ben peut-être ton time frame aussi va s'ajuster en daily à la place ou en weekly plutôt qu'en 15 minutes, en 1 heure ou en 30 minutes. Puis ça, c'est un autre des aspects pourquoi j'ai voulu t'amener. C'est que moi, je fais du day trading sur le Forex puis la crypto. Toi, tu fais plus du swing trading sur principalement des stocks. Fait qu'on a deux mentalités complètement différentes. Pas complètement, mais
assez différentes. Puis on a une approche sur le marché qui est un peu différente aussi. Fait que ça va être le fun de venir communiquer puis dialoguer sur... Il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre, mais c'est juste qu'on a 2 points de vue différents sur les marchés. Oui, puis ça va aider les gens aussi peut-être plus à se reconnaître dans une des 2 méthodes ou ajuster la leur là, avec les éléments qu'on va partager parce que, tu sais, la stratégie, au final, je pense qu'elle s'applique, c'est juste sur des différents timeframes ou des différents produits, mais une fois que tu connais le price action, que tu connais tes zones d'accumulation, tes zones de distribution, support résistance, ben tu es capable de te faire un plan, puis après ça, il reste juste à l'ajuster à ta réalité à toi avec les heures que tu peux faire, puis le temps que tu as à mettre là-dedans. Exact. Fait que, tu sais, ça, on va en parler en masse de tout ça. On va parler de tous les points techniques. On va essayer d'en couvrir le plus possible. Mais je veux que tu me fasses une brève description. C'est qui ça, Hugo? Pourquoi tu es ici? Là? Pourquoi que ça vaut la peine de t'entendre aujourd'hui? Ben, c'est sûr que ma profession principale, c'est d'être conseiller en sécurité financière. Fait que je pense que je peux vraiment aider les gens à se bâtir une structure financière solide. Puis je crois que quand les gens ils comprennent le risque, ben c'est là où est-ce qu'ils peuvent avoir une croissance qui est plus intelligente puis qui est plus stratégique. Fait que c'est sûr que en accompagnant les clients dans l'investissement à long terme puis en aidant les gens à se faire des plans financiers, ben je vais pouvoir amener un aspect peut-être un peu plus fondamental ou aider à bâtir une fondation plus solide. Fait que c'est ça mes intentions en faisant le podcast. J'ai commencé dans les services financiers en 2017. J'étais avec la financière Sun Life au début quand j'ai commencé. J'ai fait 2 ans de financement avant de m'aller dans les services financiers. Puis j'ai décidé d'ouvrir un cabinet indépendant de courtage en 2019 parce que je voulais avoir vraiment accès à tous les outils qui sont disponibles pour les clients. Puis je voulais pas compromettre des relations parce qu'il me manquait un produit, par exemple. Fait que maintenant, je suis vraiment plus loose d'offrir des recommandations puis si c'est nécessaire d'attendre ou de comparer avec un autre fournisseur. Fait que je pense que l'approche du courtage, ça va aider beaucoup les gens. Je pense que mon background... sur l'aspect économique va aider aussi parce qu'on a des formations continues avec les fournisseurs. Là. Ils nous tiennent au courant un peu de ce qui se passe. C'est pour ça que ça nous aide à suivre les taux d'intérêt, l'inflation, les récessions, ce qui s'est passé dans le passé. Fait que je pense que ce background-là va beaucoup aider les gens à se faire une autre thèse aussi. Cool. Puis comment que les autres conseillers financiers perçoivent le trading ou parce que moi j'ai eu des discussions avec des conseillers financiers de la BMO, de la TD, ils font comme day trading, ça marche jamais. Ça fait jaser. Sauf que l'affaire, c'est que vous autres, vous gérez des gros fonds, vous avez fait des grosses études, puis vous réussissez pas à battre le S&P 500. Là. Donc, il y a de quoi qui marche pas. Là. Je pense que ça, c'est un point aussi que des fois, on en parle. Là. C'est vrai que ça se parle beaucoup, qu'il y a des conseillers qui ont de la misère à battre le S&P 500, mais ce qu'on dit pas, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas un profil 100% action. Tu sais, quand on compare le S&P 500, il est 100% action, puis il y a des gens que... Eux, ben, leur profil équilibré, il ne peut pas battre le S&P 500 parce qu'il est 60% action, il est 40% revenu. Puis, chaque personne, dépendamment de l'étape de leur vie, ne sont pas à la même place. Quelqu'un qui veut commencer à vivre de ses intérêts puis qui l'a fait de sa croissance, il n'a plus envie de prendre les mêmes risques. Puis, des gens qui ont moins d'expérience sur le marché aussi, d'être 100% action puis d'avoir une drop de 30% comme le Nasdaq cette année, là, ils risquent de paniquer puis ils risquent de vouloir sortir. Puis, c'est plate parce qu'il y a des clients qui c'est arrivé dans le passé que je peux pas les retenir. S'ils veulent sortir, ben je veux pas qu'ils m'aillent. Écoute, je te recommande d'attendre, mais si t'es plus capable, je te comprends. Ben c'est souvent au point de pivot qu'ils seront plus capables. Fait que c'est pour ça que quand les gens dans le domaine financier regardent l'indice de peur, ben ils savent que quand il est dans le tapis, on s'approche d'un point intéressant pour que ça bounce. Fait que je pense que c'est ça qu'on va pouvoir discuter, exact. Puis en fait, ça, aspect psychologique, je veux juste faire une petite brève là-dessus parce que tu as l'idée sur ça. L'aspect psychologique du trading versus, là je parle du trading, je parle de l'investissement boursier en général, versus, par exemple, un investissement immobilier. Un investissement immobilier, c'est illiquide. Ça veut dire que, exemple, que je vous dis demain matin, vous avez acheté un immeuble à 350 000, puis que dans 2 mois, il en vaut 300. Tu vas-tu le vendre? Mais non, ça fait juste pas de sens. Tandis que quand tu es sur le marché boursier, ben exemple que tu as investi dans NIO, tu as investi dans Lyon Électrique, whatever else, puis là, ça prend une drop de 30% ou une drop de 15%. Là, tu commences à avoir mal. Là, c'est comme, OK, ouais, je commence à perdre de l'argent. Ouais. Mais tu le sais mentalement que tu pèses sur un piton, là, puis cette douleur-là, elle est terminée. Là.
Exact. Comparativement à un immobilier où Ouais. est-ce que là, tu fais comme, OK, ben je vais juste attendre. Ben, dans l'immobilier aussi, il y a d'autres étapes qui font que ça t'aide à te replacer puis à hold ta position parce que tu as des procédures. Il faut que tu trouves un acheteur, il faut qu'il passe au financement, il va inspecter ton bâtiment, vous allez passer au notaire. Il y a quand même des démarches qui se font, puis il y a d'autres éléments extérieurs qui vont influencer. Quand tu payes sur le piton puis c'est vendu, ben après ça, si tu regrettes, c'est vendu. Exact. Fait que t'as beaucoup d'émotions qui sont reliées au day trading, malgré que c'est beaucoup de chiffres, malgré que c'est des graphiques. Il y a énormément d'émotions qui sont véhiculées là-dedans, surtout dans le day trading. Ouais. Les gens vont faire beaucoup de trades. Puis là, ils vont... Tu sais, souvent, quand on débute, là, on est là sur notre selle. Puis on est comme, oh my God, là, le Bitcoin a perdu 8%. Ouais, mais c'était normal. Tu sais, Ouais. il y a des phases à ça. C'est excitant, c'est sûr. Là, c'est plein de couleurs, ça va vite. Puis le potentiel de croissance est limité. Fait que c'est sûr que c'est très excitant, mais avec le temps, je pense qu'on se dose un peu plus avec ça. Là. On devient plus habitué. Puis quand notre expérience se bâtit, là, on regarde ça un petit peu moins souvent dans la journée. Là. Puis l'excitation aussi part. Tu sais, exemple, hier, je faisais un mastermind avec mes étudiants où est-ce que je parlais justement de l'excitation du trading qui vient à un moment donné où est-ce que tu en fais tellement que c'est plus excitant comme au début. C'est très mécanique. Bon, on arrive sur une charte, on fait tel truc, il se passe tel truc, parfait, je le sais, c'est ça qui va se passer, je dois attendre une confirmation. C'est rendu très mécanique dans la façon de le faire. Il n'y a plus cette excitation-là, il n'y a plus cette... en fait, le désir est encore là, mais je veux dire, l'excitation de là, je fais une trade, puis là, t'es tout le temps sur ton sel. Non, elle va se rendre là. Regarde, laisse-la aller. C'est un lâcher-prise. Ouais, ben, il faut se donner du temps. Tu sais, quelqu'un qui commence dans la construction, là, avant d'être compagnon, là, c'est sûr que ça va être moins robotique. Quand il arrive sur un chantier puis il est compagnon, puis ça fait 5 ans qu'il est en construction, ben il va arriver, il va faire ses affaires puis il pensera pas. Tu sais. Fait qu'il faut se donner du temps. Je pense que les gens ils aimeraient ça que ça marche vite aussi. Là. Fait que ça, c'est un élément important là, dans la gestion des émotions. Puis à force de t'exposer puis de mettre du temps devant les écrans, ben tu développes un playbook, tu développes tes critères, tu sais ce que tu cherches, puis ça va vite faire tes recherches après ça. Tu scrolls à travers ta watchlist, puis tu sais lesquels que tu veux garder en watch, puis lesquels que tu veux pas voir. Là. Puis aussi, ça, c'est un autre aspect qu'on va discuter. Là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de juste mettre les bases sur tous les prochains épisodes. Donc, c'est ça, l'épisode d'intro, c'est le premier, donc c'est normal, on met les bases. Mais éventuellement, on va arriver puis on va parler de trucs beaucoup plus techniques. Mais aujourd'hui, c'est quoi la valeur qu'on veut apporter aux auditeurs qui nous écoutent? T'sais, on s'entend, de un, il n'y a pas beaucoup de trucs en français au Québec, de un, sur le trading. Après ça, on a l'aspect aussi que les gens, là, ils veulent souvent le faire. Ils veulent faire le day trading parce que c'est intéressant, parce que c'est excitant, whatever. Les gens aiment participer aussi. Oui, les gens ils aiment ça, mais outre ça, c'est la passion. Moi, j'avais une passion pour l'immobilier. Puis là, quand j'ai switché entièrement pour faire uniquement du trading, pour moi, là, ça a été un game changer dans ma vie au complet. Pas juste d'un point de vue financier, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue liberté, d'un point de vue stress, d'un point de vue gestion de famille. Hey, j'ai jamais eu autant de loisirs que maintenant. Ben, c'est parce que tu sais que tu peux partir en vacances puis amener ton laptop, puis faire une petite 2 heures là-bas, puis après ça, profiter de ta journée. Exact. Fait que, comme là, exemple, là, on est au mois de novembre. Je pars une semaine dans le sud pour aller écrire un livre. Donc, je suis en train d'écrire le livre qui va parler de ça. Donc, je m'en vais dans le sud. Je m'en vais écrire ça. Mais moi, je vais trader le matin. Je vais faire mes trucs. Après ça, je vais continuer à écrire. Je vais profiter de la plage le soir. Après ça, je vais revenir chez nous dans une semaine. Je vais passer Noël. Je m'en vais à Miami au début du mois de janvier pour participer à une compétition de CrossFit. Je vais trader le matin, je vais faire ma compétition après ça. C'est comme, ça amène une liberté puis un stress de mon cellulaire, là, il sonne plus. Exact. Ça, là, pour vrai, là, j'étais rendu avec une genre de fixation quand que je le voyais sonner. Là. Des fois, s'il y a un numéro que je connaissais pas, là, je répondais plus. Là. Je voulais plus vivre ça. Fait que là, j'avais 60 heures par semaine. Là, je passe à 15. Je travaille même pas 15 heures par semaine. C'est sûr que c'est une belle business aussi parce que tu gères pas d'inventaire, tu gères pas de clients, tu gères pas de retour. C'est ultra scalable. Exact. Il y a moins c'est plus sur tes performances, ta discipline, puis tes skills à toi. Exact. Puis l'autre aspect que moi m'a mind-blow complètement, c'est que une fois que tu comprends réellement le processus de trader, que tu trades avec 10 000, 100 000, 1 million,
la même affaire. C'est la même foutue affaire. La seule différence, c'est qu'il y a un 0 de plus à la fin. Exact. Mais c'est le skills qui est important à apprendre. C'est comme apprendre à cuisiner. Après ça, peu importe c'est quoi que tu as dans ton frigidaire, tu es capable de faire une recette. T'sais, le trading, une fois que tu sais comment faire, ben, je pense que tu peux trader autant les stocks que le Forex. C'est sûr qu'il y a la petite adaptation d'un secteur à l'autre, mais je veux dire, une fois que tu as ton playbook puis tu as compris comment ça fonctionne, ben, le skills y est à toi. On peut pas te l'enlever après. Là. Good. Fait que, donc, le but du podcast, principalement, c'est de je veux être très, très clair là-dessus. Je veux pas vendre de rêve à personne. Je veux pas vendre de rêve à personne. Le but du trading, le trading, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ça va te prendre 12 à 24 mois avant de réussir à faire de quoi qui fait du sens, avant d'être profitable puis de faire du sens. Il y a des gens sur le marché présentement qui disent sois profitable en 90 jours. Moi, je l'ai vécu en immobilier. Là. Ouais. Lâche ta job en 90 jours, achète ton premier immeuble en 90 jours, deviens riche en 90 jours. Non, c'est de la foutue bullshit. Le trading, ça va prendre du temps. Ça va te prendre 12 à 18 mois avant de comprendre globalement les concepts. Parce que d'un point de vue d'apprentissage, il y a 3 phases. Donc, tu as la phase d'absorption de l'information, parce que là, tu es comme une éponge. Là, tu absorbes. Puis là, tu as 52 personnes qui te disent 52 affaires. Fait que là, tu absorbes, mais il y a comme 50% du temps que c'est vraiment de la merde. Mais c'est la lame à deux tranchants d'avoir accès à l'information facilement comme ça. C'est que là, il y a plein d'informations qui nous est envoyées, puis on sait pas comment la mettre en place. Fait que je pense qu'on va pouvoir aider les gens avec ça en faisant le podcast. Ça va les aider à mettre ça en perspective parce que, tu sais, le trading, il y a un risque associé à ça. Tu peux perdre du capital. Tu peux rentrer aujourd'hui puis perdre de l'argent. Puis quand t'en fais, ben ça se peut que l'année prochaine, t'en fasses pas, mais tu dois ta facture d'impôt de l'année passée quand même. T'sais. Fait que je pense qu'il y a une façon de préparer sa carrière de trading aussi, puis on va pouvoir en parler durant le podcast. Puis une fois que tu as passé au travers de cette période d'absorption de l'information-là, tu as une période de compréhension. Parce que là, tu te pratiques. Puis là, tu comprends les concepts de façon individuelle. Tu comprends c'est quoi une trendline, tu comprends c'est quoi une zone de support, une zone de résistance, c'est quoi un Fibonacci. Tu comprends tout ça. Mais après ça, c'est de tout mélanger ça ensemble. C'est là que ça devient difficile. Fait que là, c'est la compréhension. Ouais. La phase ultime, c'est l'intégration. Ouais. Puis c'est là que ça devient mécanique, ça devient facile. Mais avant d'arriver là, 12 à 24 mois. Ouais, tu vas backtester, puis il faut que tu journales. Il faut que tu traques ton data. Il faut que tu sois en mesure de vérifier à la fin du mois c'est quoi que je fais qui marche pas, puis c'est quoi que je fais qui marche bien. Ouais. Fait que, guys, je suis super content de faire le podcast avec vous autres aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose donc, si le podcast, vous voulez l'écouter en vidéo, allez sur YouTube. Si vous voulez l'écouter juste en format audio, vous êtes dans votre voiture en train d'aller porter votre enfant à l'école, vous pouvez l'écouter sur Spotify. Possiblement qu'il va y avoir d'autres plateformes qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, ça va être les deux sur lesquels on va le faire. Sur Facebook, on a un groupe Facebook qui s'appelle Crypto Stamper Trading, où est-ce que je mets plein de contenu. Fait que on a de la ressource en masse pour vous donner du contenu gratuit. Donc, merci beaucoup, Hugo. On se voit pour le 2e épisode. Yes, merci Mathieu pour l'invitation. Super projet, puis j'ai hâte de continuer avec toi. Cool, excellent. Fait que on se voit pour le 2e épisode. Dans le fond, juste là. Fait que continue, il s'en vient le prochain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming.